mais oui, tu sais, c'est pas sorcier, tu limites tes quantités, tu fais beaucoup plus d'exercice physique, il faut juste faire ça pour perdre du poids, donc c'est peut-être que tu dois tout contrôler et tout. Et je suis là, genre, aussi, par exemple, sur donc les modifications du comportement, vous aurez des personnes qui vont faire des achats compulsifs. Donc, en fait, vous allez avoir une personne qui prend ce traitement et du jour au lendemain, elle se met à acheter tout et n'importe quoi et stocke. Donc, des achats compulsifs, vous savez ce que c'est. Donc, la personne achète, dépense tout son argent, achète. Ça s'appelle des achats impulsifs. Et ça, ce comportement-là peut être induit par ce traitement. Il peut avoir cet effet sur vous. Il peut aussi avoir un effet justement sur les envies de jeu de hasard et tout. Vous ne vous arrêtez pas, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez jamais été comme ça et vous le faites. Vous savez ce que c'est que les achats compulsifs? Comportement d'achat compulsif, cherchez sur Internet, ça peut développer ce problème. Mon pipi, en fait, et la quantité de mon pipi, où est votre problème? C'est mon pipi. Je signe de mon sang, j'atteste. C'est vraiment mes 8 litres de pipi. Une personne qui va se mettre à tout accumuler chez elle. À tout accumuler. Même des choses sales, des choses qui ne servent à rien, des choses qui doivent être jetées, des choses qui devaient aller à la poubelle dans un déménagement et tout. Cette personne se met à tout stocker chez elle. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que cette personne a? Mais en fait, c'est le traitement qui induit ses comportements. En fait, ça a aussi une sorte d'impact au niveau, je sais pas si je dis c'est pas psychiatrique, je crois que c'est d'ordre psychologique. Il y a cette croyance-là, cette mauvaise croyance que toutes les personnes grosses, en surpoids ou obèses sont des personnes qui mangent beaucoup, qui ne se contrôlent pas et qui mangent du n'importe quoi. J'ai envie de vous répondre n'importe quoi vous-même, quoi. N'importe quoi. Vous pouvez devenir aveugle. Vous pouvez développer des problèmes au foie. Vous pouvez développer des problèmes au rein, au cœur. Vous pouvez perdre même vos ongles, vos cheveux, sans aucune explication. Vous avez juste envie de dormir. Ça, je crois que c'est les effets neurologiques aussi du traitement. Et malheureusement, vous n'y pouvez rien en fait. Il y a des personnes avec qui, voilà, les années vont passer, ça va s'améliorer. Et il y a des personnes pour qui ça ne va pas s'améliorer. Moi, comme je vous disais, j'ai déjà enchaîné 5 à 6 jours, presque une semaine, où au total, je n'ai dormi peut-être que 6 heures de temps. Ça, c'est des débuts de paresthésie. Je le sais maintenant parce que je me rappelle, il y a des années quand ça a commencé, je sentais ces fourmillements réguliers. Je me disais, mais c'est pas normal, est-ce que je manque de magnésium, est-ce que machin et tout. Mais en fait, c'est l'installation des paresthésies. Pour le coup, les paresthésies, c'est pas un truc qui arrive régulièrement à tout le monde dans ce traitement. Ça fait même partie des effets secondaires rares. Moi, je vais être un cas exceptionnel parce que moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Enfin, pas tellement de fois, en même temps, pas que j'exagère. Mais voilà, il m'est quand même arrivé de passer plusieurs années sans paresthésie. Et voilà, moi, j'ai aussi eu des années où j'ai eu des épisodes de paresthésie, genre 4 ou 6 fois dans l'année. Une autre fois, c'est arrivé à... Ça a pris le bras, ou alors juste une partie de la main. En fait, ça fait comme ça veut, du coup, vu que c'est des terminaisons nerveuses et tout. Vous devez comprendre, en fait, un truc. Je ne sais pas si vous savez où est située votre hypophyse. Elle est là. Vous faites ça et ça. Donc, là où il y a le croisement, vous avez l'hypophyse. Et c'est le centre de toutes les hormones. C'est un des gros cerveaux de votre... un des grands moteurs de votre corps. La chose la moins grave qui puisse vous arriver avec cette maladie, c'est justement de ne pas avoir d'enfant. C'est la chose la moins grave, en fait, qui peut se passer. Pourquoi, si vous tombez enceinte, comme dans le cas de ma première grossesse qui a tenu jusqu'à terme, le médecin était obligé de garder la thérapie. Pendant la grossesse, on a évalué bénéfice-risque et on s'est dit, bon, plutôt de continuer à faire les fausses couches, parce qu'on était super content de se dire, ouh, enfin, on peut tomber enceinte. Et là, douche froide, fausse couche. Donc, il peut arriver que le médecin choisisse de vous garder sous traitement pendant accoucher par voie basse, parce que au moment de l'accouchement, certains facteurs, type la poussée et tout, peuvent, je crois, je sais pas si c'est générer un collapsus hypophysaire ou je sais pas, mais la pression, en tout cas, pendant la poussée et tout, peut être dangereuse pour vous. Donc, dans certains cas, on va vous demander de faire une césarienne. En fonction de votre profil médical, vous ne pouvez pas allaiter le bébé parce que ça va agresser l'hypophyse. L'hypophyse va produire plus de prolactine. L'adénome va continuer à grossir et rebelote, vous pouvez devenir aveugle, handicapé, nanana, et tous les problèmes qu'on connaît. Je suis désolée, madame, mais je crois qu'il y a une erreur. Vous n'allez pas me dire que vous avez fait pipi
pour 8 litres de pipi. Donc, il y a un souci, vous n'avez pas pu faire 8 litres du riz. Moi, je peux boire 6 litres d'eau par jour. Je peux même en boire 8. C'est le maximum que j'ai fait en me contrôlant. Donc, je peux boire 6 à 8 litres d'eau par jour. En fait, on dirait qu'il y a la zone du cerveau qui... Alors, pour la faim, on parle de satiété. Je ne sais pas pour la soif comment on appelle, mais moi, la zone du cerveau qui est supposée dire « Stop, tu as assez bu d'eau, tu n'as plus soif, ne bois plus d'eau ». Moi, cette zone ne fonctionne pas. Salut la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre journée ou votre soirée se passe bien en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Moi ça va, on va dire que j'essaye d'aller un tout petit peu mieux depuis la dernière vidéo que je vous ai faite où je vous disais que j'avais besoin de parler, que j'étais pas très bien. Enfin, je suis pas bien, mais disons que là, en quelques jours aussi, comme je vous avais dit, je devais être à l'hôpital, je devais avoir des choses à faire, une batterie d'analyse, d'approfondissement et tout. C'est pas terminé, mais au moins la phase, on va dire, d'hospitalisation et tout vient de passer. Et je pourrais vous en dire plus dans une semaine, quand j'aurai plus de détails. Et du coup, je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète où déjà, je vous dirai exactement pourquoi je suis vraiment pas bien ces jours-ci. C'est lié clairement au traitement, mais disons qu'on a découvert autre chose en fait. Mais qui tourne toujours autour de ce problème et qui va beaucoup peut-être changer les choses pour moi au quotidien. Donc je vous en parlerai allez, dans une semaine, ok? Parce que là, il y a eu la phase d'hospitalisation, on a fait une batterie d'analyse, d'imagerie, d'approfondissement et il y a une deuxième phase qui va se passer et j'espère qu'après enfin, le plus important, c'est de savoir sur quoi est-ce qu'on est en train de s'engager, dans quoi est-ce qu'on va être embarqué, parce que forcément, je vais être embarqué dans quelque chose. Je veux juste savoir comment est-ce que tout ça va retentir sur mon quotidien, parce que déjà, de l'autre côté, j'ai aussi des choses qui retentissent sur mon quotidien, quoi. Bon, là, je filme avec mon téléphone, je vous le précise, parce que tous ces temps, je suis tellement fatiguée, j'ai pas le temps de brancher la caméra, prendre le temps de faire vraiment une bonne vidéo, bien filmée. Donc là, c'est avec mon téléphone. Donc vous me pardonnez pour la qualité de l'image. Et je l'ai mis en horizontal. Et non en vertical, je l'ai mis en horizontal. Du coup, je regarde, enfin j'essaye de regarder comme ça, parce que du coup la caméra est là. Mais des fois, je vais regarder comme ça, j'en sais rien. On verra ce que ça va donner. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, récemment, je vous ai parlé dans la dernière vidéo, et j'ai aussi fait un direct ce même soir-là, où je vous ai parlé des effets secondaires du Dostinex et des choses que vous devez savoir si vous prenez ce traitement. Ok, je ne vais pas parler de tous les effets secondaires parce qu'on ne peut pas non plus tous les citer. Je vous ai parlé des bouffées de chaleur, même si j'ai pas beaucoup insisté dessus. Et c'est vraiment des bouffées de chaleur, mais vraiment vous avez l'impression de bouillir. Je sais pas comment vous le dire, mais vous êtes vraiment comme dans une fournaise, mais dans votre propre corps. Maintenant, on vient de découvrir autre chose chez moi. Et il se pourrait que dans mon cas, ce ne soit pas que le médicament, mais peut-être voilà, autre chose à la base qui accentuer aussi ces bouffées de chaleur dans mon cas. Et ça, on vient de le découvrir et ça va se confirmer et je pourrais venir vous en parler. Donc, restez scotchés dans une semaine, je vous ferai le retour, un retour vraiment complet où je pourrais vous dire ce par quoi je suis en train de passer en ce moment. Déjà là, je suis quand même contente de revoir ma maison et tout. Voilà. Bon. Entrons dans le vif du sujet, c'est mieux parce que comme ça, on fonce, on y va, comme ça direct. Comme autre effet secondaire du Dostinex que vous devez quand même connaître, je vous ai parlé de l'excès de soif, vous voyez, d'avoir vraiment soif, mais vraiment soif. Et je vous ai même pris un exemple. Enfin, moi, je peux boire 6 litres d'eau par jour. Je peux même en boire 8. C'est le maximum que j'ai fait en me contrôlant. Donc, je peux boire 6 à 8 litres d'eau par jour. En fait, on dirait qu'il y a la zone du cerveau qui
Alors, pour la faim, on parle de satiété. Je sais pas pour la soif comment on appelle, mais moi, la zone du cerveau qui est supposée dire stop, tu as assez bu d'eau, tu n'as plus soif, ne bois plus d'eau. Moi, cette zone ne fonctionne pas. Donc, je bois de l'eau et je ne m'arrête pas en fait. Je peux boire de l'eau à l'infini. Et donc, je sais que voilà, déjà quand je vois que je suis déjà à 4 litres, j'essaye de vraiment me contrôler. Après, comme je vous disais, il y a des techniques et tout avec des experts que vous pouvez tenter si vous êtes dans mon cas pour travailler sur... Enfin, vous y travaillez non pas comme pour une addiction, mais sur un contrôle du comportement, voilà. Et moi, on m'a appris à travailler dessus. Et puis moi-même, j'ai développé au fil des années. Forcément, au bout de 15 ans, je développe mes propres techniques. Et je sais par exemple qu'il y a des choses que je dois faire pour limiter ma consommation hydrique. Et comme je vous disais, l'excès d'eau, il n'y a pas de lumière. C'est... Ah ouais, ça va. Et comme je vous disais, en fait, l'excès... un instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il faut que j'allume. C'est vrai que le temps n'est pas très bon. J'ai d'ailleurs gardé mon manteau parce que j'étais à la pharmacie. Et l'excès, en fait, hydrique peut vous être fatal. Je crois que vous avez entendu des cas de personnes qui sont mortes parce que d'un coup, elles ont bu beaucoup d'eau. Moi, pour le coup, je peux prendre 2 litres d'eau parce qu'à la maison, on achète toujours des palettes d'eau avec des bouteilles de 2 litres chacune. Mon mari et mes enfants le savent. Des fois, ils en rigolent parce que des fois, je prends une bouteille entière comme ça de 2 litres d'eau. Clac, 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 clac. Et je bois tout d'un coup, mais vraiment d'un coup. Une fois, j'ai même eu un problème parce que j'ai vraiment tout bu d'un coup comme ça, puis j'avais mal. Bon, ça va, c'est passé, j'avais orvalé de travers. Et pour moi, enfin, mon corps, même à ce moment, me demande encore de boire de l'eau alors que je viens de faire 2 litres d'eau. Donc, j'aurais souvent tendance à ne pas... Par exemple, si je vais au restaurant avec des collègues ou avec des amis, quand généralement on propose de l'eau en tout début, je ne vais pas boire parce que je sais que si je commence à boire, je vais porter toute la carafe d'eau et je vais pas m'arrêter. Et on arrive donc à l'autre effet secondaire chez moi qui, maintenant, avec tout ce qu'on vient de découvrir dans les analyses que je suis en train de faire et tout, on vient de découvrir que c'est peut-être lié à autre chose, mais ça peut aussi faire partie de la liste des effets secondaires que vous expérimentez côté d'Ostinex, c'est que je n'ai pas faim. Comment vous dire? Autant j'ai soif constamment, ça c'est sûr, ça fait partie des effets secondaires du Dostinex. Voilà, je n'ai pas soif. Enfin, j'ai soif constamment. Je ne m'arrête pas de boire. Heureusement, pas d'alcool, de l'eau. De temps en temps, je m'autorise quand même un verre d'alcool parce que, enfin, avec le traitement, je n'ai pas droit à l'alcool. Mais vous imaginez 15 ans sans alcool. Il y a des semaines où je me dis, allez, franchement, je vais prendre un verre parce que j'en ai besoin. Mais c'est rare, ça reste rare. Voilà, c'est dans des petits moments où je m'accorde un peu d'alcool. Donc, heureusement, pas d'alcool, mais ce que j'ai envie de boire, c'est vraiment de l'eau, mais boire à non plus finir, en fait. Donc, des fois, il faut que je me fasse violence pour dire, aujourd'hui, je vais me limiter à 4 litres et tout, je dois contrôler. Mais des fois, je ne contrôle pas. Je bois. Je prends un exemple tout bête, hein. On a voulu récemment que je fasse, vous savez, l'examen des urines sur 24 heures. Et l'examen des urines sur 24 heures, ça se passe comment? En gros, vous faites pipi dans un contenant, généralement au laboratoire, ils vous donnent un gros contenant, allez, sur 3 litres et demi. Et comme ça, vous faites pipi à l'intérieur de ce contenant, genre de 8 heures aujourd'hui à 8 heures demain matin. Il faut que ça fasse 24 heures d'urine. Et ça, on va prendre et on va analyser au laboratoire. C'est un examen d'urine de 24 heures, c'est prescrit selon la maladie que vous avez, selon le suivi et tout. Moi, on m'en prescrit des fois. Récemment, là, quand j'ai été malade en juin, rebelote, on m'a refait l'examen d'urine 24 heures. Et la dame du labo, à sa tête, quand je lui ai dit, le contenant de 3 litres et demi ne suffira pas, madame, en fait. Il est fort que ça ne suffise pas, il faudra me donner un deuxième contenant. Elle était là, genre, non, et tout, et tout. Donc, moi, je suis allée en pharmacie, j'ai quand même acheté un contenant. Mais celui de la pharmacie, c'était un contenant de 2 litres de la pharmacie, on n'avait pas de plus grand. Sauf que, malgré le fait que j'avais essayé de me contrôler, de ne pas boire beaucoup d'eau, j'en ai quand même bu. Et j'ai fait les 3 litres et demi du laboratoire, donc leur contenant, plus les 2 litres que moi j'ai acheté à la pharmacie, dans le contenant de la pharmacie, plus j'ai dû prendre un autre contenant comme ça, que j'avais sous la main à la maison, que j'ai stérilisé moi-même.
Et on était globalement sur environ, elle m'a dit qu'on était environ sur 7 litres de poids d'urine. Et à sa tête, le lendemain, quand je lui ramène les contenants, il me dit, vous êtes sûr que vous avez bien fait l'examen, vous n'avez pas pu faire, vous n'avez, excusez-moi madame, alors ce qu'elle me dit, je suis désolée madame, mais je crois qu'il y a une erreur, vous n'allez pas me dire que vous avez fait pipi pour 8 litres de pipi. Donc il y a un souci, vous n'avez pas pu faire 8 litres d'urine, vous n'avez pas pu faire pipi comme ça. Et moi qui lui dis, pourquoi vous mettez en doute mon pipi en fait, et la quantité de mon pipi, ouais, votre problème, c'est mon pipi, je signe de mon sang, j'atteste, c'est vraiment mes 8 litres de pipi, voilà, c'est comme ça. Et elle a marqué en plus dans les résultats après selon les résultats, le schéma qui était sorti et tout, après elle dit sous condition de la bonne exécution du prélèvement d'urine par la patiente. Et j'étais là genre, ok, pourquoi est-ce qu'elle a précisé ça? Enfin, je suis pas une dégénérée, c'est un examen que je fais depuis des années en tout cas. Et je sais le faire en fait. Donc elle avait du mal à croire que j'avais fait pipi pour cette quantité. Pourtant j'avais aussi bu de l'eau pour la presque même quantité. Donc, ok. Le problème avec quand même, on en parle, ça a l'air drôle, mais dans mon quotidien, ça ne l'est pas. Parce que je peux pas m'arrêter de boire. Et des fois, je dois me faire violence alors que j'ai vraiment soif. Et je sens que voilà, j'ai déjà dépassé 6 litres de la journée. Je me dis non, là tu vas fatiguer tes reins, tu vas fatiguer tout en toi. Il faut que tu te limites, n'en bois plus. Et j'ai soif, mais je me fais violence pour ne pas boire de l'eau alors que j'ai soif. Vous savez, le problème avec cet effet secondaire là, enfin, comme je vous disais, l'excès d'hydratation, ça peut vous tuer. Et boire de l'eau comme ça à l'excès, ça peut vous créer ce qu'on appelle un diabète insipide. Ça peut vous générer aussi d'autres maladies dans les reins et tout. Donc, c'est pas bien. C'est vraiment des questions vitales. Faut pas, c'est pas bien de boire comme ça. C'est pas normal. Voilà. Et j'essaye des fois de gérer. L'autre symptôme, donc, ce sera pour moi le fait de ne pas avoir faim. Oh. Il y a un petit soleil qui vient, qui part, qui vient, qui part. Je crois que je vais finalement allumer ici. Je ne sais pas s'il faut que j'allume. Ouais, je vais allumer là. Ok. Même là, ça ne résout pas le souci. Bon, bref, c'est pas de ma faute. Le temps est un peu bizarre aujourd'hui. Il y a un peu plus tout à l'heure et tout. Bon. L'autre souci chez moi, ce sera du coup le fait de ne pas avoir faim. Je sais, vous allez me dire, c'est drôle, c'est bête, c'est pas vrai. En plus, avec tout le poids que tu as, forcément, tu es quelqu'un qui mange beaucoup, 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 beaucoup. Il y a cette croyance-là, cette mauvaise croyance que toutes les personnes grosses, en surpoids ou obèses sont des personnes qui mangent beaucoup, qui ne se contrôlent pas et qui mangent du n'importe quoi. J'ai envie de vous répondre n'importe quoi vous-même, quoi. N'importe quoi. Quand même, mais vous racontez du n'importe quoi. Et vous en avez des fois qui viennent vous voir, ils vous disent, mais oui, tu sais, c'est pas, c'est pas sorcier, tu limites tes quantités, tu fais beaucoup plus d'exercice physique, il faut juste faire ça pour perdre du poids, donc c'est peut-être que tu dois tout contrôler et tout. Et je suis là genre, enfin, ton expertise, ça sort d'où? Ok, ça c'est pour rendre la chose un peu drôle. Honnêtement, il est rare que moi j'ai faim. C'est pas drôle, hein? Parce que du coup, je peux même oublier de manger et faire une hypoglycémie ou tomber dans les pommes. Parce que mon cerveau, justement, la partie qui doit me rappeler qu'il faut que je mange, elle ne le rappelle pas. Et donc, je ne mange pas. C'est pourquoi j'aurais tendance à ne pas vouloir trop télétravailler et être beaucoup au bureau. Au-delà du fait que moi, je suis quelqu'un qui aime bien socialiser, j'aime être avec mes collègues, j'aime, voilà, kiffer. Et je pense aussi qu'on travaille un peu mieux sur certains sujets en étant vraiment, voilà. Moi, j'aime bien être au bureau, voilà. Et une des raisons pour lesquelles vous voyez, je trouve plaisant aussi d'être avec des collègues ou alors avec des amis ou en tout cas entouré, c'est que forcément à un moment les gens vont vouloir manger ou en tout cas quelqu'un va parler de manger et ça va moi me permettre de manger. Je vais vous prendre des exemples tout bêtes. Il m'est arrivé de ramener par exemple mon repas de la maison parce que
Hello les amis, j'ai eu un souci avec le téléphone, il s'est arrêté et j'étais en train de raconter ma vie, donc je sais plus trop. Et donc j'ai pris l'exemple du jour où voilà, je voulais pas aller au restaurant à midi, donc j'ai ramené mon repas de la maison. Sauf que ce jour, beaucoup de personnes avaient télétravail et beaucoup d'autres étaient occupés dans des réunions urgentes, même sur le temps du midi. Donc, vu que j'avais pas faim, j'ai oublié que j'avais ramené quelque chose de la maison et puis c'est passé en fait. Et je suis rentrée, j'ai posé mon sac, je suis allée me coucher. Et moi, j'ai une habitude, généralement, si j'ai mangé le midi, vu que justement, je ne digère pas, j'ai pas faim. Je vais pas manger le soir. Donc, souvent, le repas du midi est mon vrai seul repas de la journée. Et parce que le matin, j'ai du mal à manger le matin parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo, je suis de ces personnes qui ne mangent pas le matin. Déjà parce que j'ai pas faim. Et parce que si je me force à manger le matin, je vais être malade, en fait. Donc, j'ai même pas déjà faim, en fait. Voilà. Et en fait, je vais au lit. Bon, mon mari est habitué, il sait que voilà. Donc lui, il se dit, elle a ramené le repas de son midi au travail. Donc c'est sûr qu'elle a mangé. Et il sait que j'aime pas. Oh là là. Je mange pas le soir, en fait, j'ai pas faim. Donc il m'a même fait une blague ce soir. Il m'a dit, franchement, toi qui n'as jamais faim et tout, avec tout ce qu'on a fait ce soir et tout. Donc il a mangé. Donc moi, je suis allée me coucher. Et je crois que c'est le lendemain, en préparant mes affaires, que je trouve. Et je dis, oh mince, j'ai oublié que j'avais quand même un repas dans le sac et tout. Et vous imaginez voilà, imaginez que je le fasse sur 2, 3, 4 jours. Que j'en oublie de manger en fait. Et ça, c'est pas bon. Mais c'est lié, voilà, c'est lié au fait que, je vous assure, hein, moi, je n'ai pas faim. Je ne ressens pas. Il est rare réellement que je vous dise, ah, dans les amis, problème de stockage, vous allez m'excuser. Cette vidéo est enregistrée finalement sur 2 temps. Donc, je précise quand même pour ceux qui vont regarder la vidéo. Et vous allez voir la partie que j'ai enregistrée du coup en soirée. J'ai les œdèmes et mon visage est bien gonflé et tout. Ça aussi bienvenue dans les traitements hormonaux. Où vous allez voir que selon les jours, selon les périodes, vous allez voir une personne qui a tout gonflé d'un coup et vous la voyez quelques jours après, elle a l'impression d'avoir rétréci et tout. Bienvenue dans le monde des troubles hormonaux. Voilà. Je sais pas comment la vidéo sera. J'espère que vous allez l'aimer, vous allez vous abonner, vous allez me laisser des commentaires. Et je voulais aussi vous remercier pour votre bienveillance. Et donc voilà, ce sera une vidéo où je vais aborder les comportements type les achats compulsifs, les jeux de hasard. Je parle vraiment de tous ces effets secondaires dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Bon, je vous dis quand même ciao ciao maintenant parce que je sais pas trop à quoi la vidéo va ressembler. Et en attendant, envoyez-moi plein d'ondes positives parce qu'en ce moment, j'en ai réellement besoin. Et merci pour vos abonnements. À bientôt. Hello la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est super bien passée et que jusqu'ici, voilà, la semaine se déroule plutôt bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où je vous dis ce que vous devez savoir si on vous a prescrit le Dostinex. Donc c'est donc une partie numéro 2 de cette thématique pour continuer à aborder voilà, le sujet de tout ce que vous devez savoir, tout ce qu'il est important en tout cas d'avoir en tête quand on vous prescrit ce traitement ou alors si vous faites déjà en tout cas ce traitement pour aussi vous rassurer ou alors avoir une sorte de retour d'expérience sur les effets secondaires et tout. Donc je vous avais parlé globalement je crois des céphalées, on en a parlé, il y a une abonnée qui m'a dit en fait qu'il fallait que je décrive bien les céphalées. En gros, je ne dis pas que vous n'aurez pas de... Enfin, je crois qu'on s'est mal comprise avec l'abonnée. Je ne disais pas qu'avec le temps, vous n'en auriez plus. Si vous écoutez bien la vidéo, je dis bien qu'avec le temps quand même, ça... Voilà, si avant, vos céphalées étaient sur une échelle, allez, une échelle de 0 à 10, peut-être c'était à 15 sur 10, carrément, ça débordait l'échelle. Avec le temps, vous arriverez à des céphalées de 7, 8 sur 10. Je sais que ça reste costaud, mais je veux vous dire que voilà, vous pourrez aussi passer 1 ou 2 semaines sans céphalées et en passer aussi avec des céphalées énormes. Moi, je sais ce que ça fait, ces céphalées, parce que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est des céphalées indescriptibles, dans ce sens que
vous avez la tête qui cogne tellement, vous avez juste l'impression qu'il y a un orchestre dans votre tête. Et vraiment, ça cogne, ça résonne. Et je sais que c'est des maux de tête qui ne passent pas et tout. Et je vous ai d'ailleurs dit que moi, on m'a prescrit une molécule, du coup, à prendre en pharmacie pour essayer d'atténuer. Mais même là, j'ai envie de vous dire que ça n'y fait pas grand-chose en fait. Et ça fait très, très, très mal. Je sais, moi, je vous disais dans un direct que j'ai supprimé récemment parce que justement, j'étais très vulnérable, un peu moins que maintenant parce que là, pour le coup, je suis vraiment pas du tout bien. Et je vous disais dans ce direct-là, pour ceux qui avaient suivi, que je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai fermé tous les volets, tout éteint et tout. Et je me suis éloignée de tous les appareils et j'espérais que ça passe. Mais ça faisait 2, 3, 4 jours que j'étais dans cet état. J'avais tellement mal. Donc, je vous comprends. Malheureusement, je crois que ça, c'est les effets neurologiques de ce traitement. Et je vous disais juste qu'en fait, comparé aux céphalées qui sont occasionnées par la maladie, quand vous ne prenez pas de traitement, les céphalées du traitement restent, allez, on va dire quand même, entre guillemets, acceptables, quoi. Parce que moi, je me souviens quand je n'avais pas la thérapie, j'avais des maux de tête réellement, j'avais des yeux rouges, tellement j'avais mal à la tête, mes yeux rougissaient. Donc il y a ça comme effet secondaire, euh, le manque de sommeil, les insomnies. Bienvenue vraiment dans ce monde parce que plusieurs abonnés m'ont décrit, ils m'ont dit mais oui, du coup je n'arrive plus à dormir normalement, je passe des jours sans pouvoir dormir et en même temps vous avez des périodes où sans aucune explication vous avez juste envie de dormir. Ça, je crois que c'est les effets neurologiques aussi du traitement. Et malheureusement, vous n'y pouvez rien en fait. Il y a des personnes avec qui, voilà, les années vont passer, ça va s'améliorer. Et il y a des personnes pour qui ça va pas s'améliorer. Moi, comme je vous disais, j'ai déjà enchaîné 5 à 6 jours, presque une semaine, où au total, je n'ai dormi peut-être que 6 heures de temps. Donc, c'est comme si j'avais dormi une nuit sur une semaine. Et je vais avoir les yeux qui vont rougir. Mais quelqu'un va me regarder et se dire, elle a fumé une drogue ou quelque chose. Mais non, c'est qu'en fait, je veux dormir, mais, non, mais mon organisme ne peut pas s'endormir. Je sais que dit comme ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. C'est ça. Et bon, moi, jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de solution. Voilà. Quoi d'autre? Les bouffées de chaleur que je vous décrivais donc dans la vidéo d'avant. Je crois que j'ai parlé des bouffées de chaleur. Je ne me suis pas arrêtée dessus. Mais c'est vraiment, vous avez l'impression qu'il y a un feu en vous. Il y a comme un feu en vous. Mais c'est des bouffées de chaleur, ça ne s'explique pas. Ça ne se raconte pas. Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, il faut vivre ce truc pour comprendre. Mais vous brûlez de l'intérieur. Donc, on est en plein hiver, tout le monde s'habille avec sa veste d'hiver, avec ses bottes et tout. Et puis, vous avez, moi, le spécimen, qui débarque en robe d'été, toute mini, sandales, voilà, chaussures ouvertes. On se dit, mais tiens, ouais, toi, en fait, il fait moins 10 degrés, moins 8 degrés. Et comment t'es habillé quand on se dit non, en fait, j'ai chaud. Et je suis tout le temps en train de ventiler, de ventiler, de ventiler, de ventiler. Donc, il y a ça comme effet secondaire aussi. Alors, peut-être qu'on a beaucoup parlé des effets secondaires. Je ne cite pas tout. Les palpitations. Je crois qu'il y a une abonnée qui s'appelle Chamba. Chamba, je ne sais pas si c'est Ange Chamba ou je ne sais pas. Il y a une abonnée qui a écrit l'autre jour et qui disait, Niam Family, il fallait que tu parles aussi, comme tu as parlé dans un direct, des palpitations. Hmm. Ça, peut-être je n'en ai pas parlé parce qu'au bout d'un moment, pour moi, dans ma vie, c'est devenu normal en fait. Vous avez le cœur qui s'emballe. Mais j'ai envie de te rassurer comme mon abonné en te disant, moi, j'ai connu les palpitations sans le traitement. En fait, les palpitations dues à la maladie et les palpitations émanant du traitement. Sincèrement, je te garantis que les palpitations dues au traitement, elles sont difficiles, mais elles sont gérables. Les palpitations sans le traitement, je te promets, tu as l'impression que ton cœur à un moment va s'arrêter tellement qu'il bat fort. Crois-moi, j'ai tout testé, ça fait 15 ans, donc j'ai bien testé, crois-moi. La fatigue, je sais, c'est une fatigue inexplicable parce que vous dites, même juste vous lever, c'est fatigant.
Ah, je voulais parler des hypertensions et des hypotensions. Et ça, en fait, c'est parce que le traitement réagit différemment selon les individus. Moi, je sais qu'au départ, ça me créait beaucoup d'hypotension. Surtout ce qu'on appelle les hypotensions, comment ça s'appelle? Posturales. Genre, quand vous vous levez, vous avez la tête qui tourne et tout, vous avez l'impression que tout va s'écrouler autour de vous et tout. Moi, j'ai eu ce truc-là et je continue à l'avoir. Je fais très attention, je fais gaffe et tout. Mais au fil du temps, ça m'a aussi créé les hypertensions. Donc, je ne sais pas si en vieillissant, si je ne sais pas trop, mais voilà. Ça réagit différemment d'un individu à l'autre. Bon. Ok. Maintenant, j'ai quand même envie de clarifier un truc et ça, c'est important. Je l'ai dit pendant un direct récemment. Le direct d'ailleurs que j'ai supprimé parce que je vous ai fait ce direct, j'étais en larmes. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas pu dormir. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais la tête qui allait exploser. Et j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait pas. J'avais l'impression d'être dans le corps d'une autre personne, mais un corps qui ne m'accueillait pas. C'était pas accueillant, c'était pas agréable d'être dans mon corps parce que je souffrais, j'avais mal. Enfin, c'est un mal-être en fait que vous ne pouvez pas expliquer. Un mal-être vraiment global. Et ça, c'est souvent les lendemains ou voilà, les 2, 3, 4 jours autour de la thérapie. C'est chaud. Moi, je peux vous donner une astuce. C'est l'astuce que le médecin m'avait donnée au départ, qui fonctionne quand même un tout petit peu quand ça veut. C'est arrangez-vous à prendre le traitement, idéalement en fin de semaine, genre le vendredi, dès que vous rentrez chez vous. Surtout, mangez bien et arrangez-vous à prendre le traitement au milieu du repas. Ça veut dire quoi? Voici votre plat de nourriture, ok? C'est votre plat. Et là, vous mangez moitié, vous prenez le traitement, donc vous avalez le comprimé, et puis vous finissez le repas. Donc, il faut que ce soit encadré dans voilà, du repas. Ça pourra aider à tapisser la paroi et tout gastrique et aider quand même, voilà, le médicament à se diluer. Donc, voilà. Et buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est ce que je peux vous dire. Je ne dis pas que ça va fonctionner, je dis que ça peut alléger les choses. Et de préférence, si vous pouvez prendre ce médicament le vendredi, ou si vous, par exemple, votre prescription médicale prévoit que vous deviez prendre le traitement, allez, 2, 3 fois par semaine, arrangez-vous à le prendre, genre vraiment, dès que vous arrivez chez vous, il est 18, 19 heures, vous prenez, et comme ça, vous savez que ça a au moins le temps de la nuit pour s'écouler. Sinon, si c'est 1 fois par semaine pour vous, selon le dosage que vous avez, prenez-le le vendredi, comme ça, au moins, vous savez que vous êtes KO le samedi, le dimanche, au pire des cas, le lundi, et dans certains cas, malheureusement, vous pouvez être KO sur tout le reste de la semaine. Oui, ça arrive des fois. Et malheureusement, quand ça arrive, c'est moche. Parce que croyez-moi, je vous comprends, ce traitement peut devenir invalidant. Maintenant, on a assez tiré sur le traitement et je ne veux pas vous raconter tous les effets secondaires parce que je préfère qu'on garde voilà, le reste pour après. Je vous ai parlé aussi des paralysies partielles qu'on appelle paresthésie. Moi, la première fois que j'ai expérimenté les paresthésies, je n'ai pas nié. Parce qu'en fait, j'étais au travail. Je me souviens à l'époque, j'avais mon directeur et il me dit, à un moment, il ne restait que nous deux au bureau, on avait fini très tard. J'aime bien bosser, moi j'adore bosser et je suis du genre à me donner à fond quand je travaille. J'ai mal à la tête. En fait, là, je suis revenue de l'hôpital et j'avais des trucs à prendre chez moi ce soir et oh, il y a un spécialiste qui me revoit demain, donc je repars, mais ça c'est pour la phase merdique que je vous ai racontée dans la vidéo précédente et que je ne peux pas encore détailler. Je vais peut-être pouvoir vous la détailler d'ici une semaine. Je vous dirai tout, c'est une conséquence de tout ce qui se passe. Et, et je vous disais en fait, au moment où j'ai voulu me lever pour qu'on parte avec mon directeur, je ne parvenais plus à me lever. En fait, j'avais l'impression que je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est pourquoi j'ai répondu à quelqu'un en commentaire les fourmillements que tu décris. Parce que la personne disait, mais j'ai des fourmillements bizarres aux extrémités des membres, souvent inférieurs ou supérieurs. Et c'est des fourmillements bizarres. Après, c'est comme si ma jambe ou mon bras se congelait ou ma main et tout. Ça, c'est des débuts de paresthésie. Je le sais maintenant parce que je me rappelle, il y a des années quand ça a commencé, je sentais ces fourmillements réguliers. Je me disais, mais c'est pas normal. Est-ce que je manque de magnésium? Est-ce que machin et tout? Mais en fait, on c'est l'installation des paresthésies. Pour le coup, les paresthésies, c'est pas un truc qui arrive régulièrement à tout le monde dans ce traitement. Hein. Ça fait même partie des effets secondaires. Ah, moi, je vais être un cas exceptionnel parce que
Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Enfin, pas tellement de fois, en même temps, pas que j'exagère. Mais voilà, il m'est quand même arrivé de passer plusieurs années sans paresthésie. Et bah, moi, j'ai aussi des années où j'ai des épisodes de paresthésie, genre 4 ou 6 fois dans l'année. Et dans ce premier épisode-là, ben, je vais me lever et mes jambes ne répondent plus. Donc, mes jambes ne réagissent pas et j'ai l'impression qu'en fait, la seule sensation que j'ai, c'est que le bas, donc la plante de mes pieds, est comme gelée. Je sais pas comment je vais dire, on dirait que je porte un amas de glaçons sous la plante des pieds. Enfin, dans la... Je sais pas comment je peux dire ça, parce qu'en même temps, si genre vous me piquez, vous me coupez à ce niveau, vous prenez une lame, vous déchirez, je vais rien sentir. Si j'essaye même de me lever, en fait, je peux pas me lever parce que ça réagit pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est du coton et genre, si je fais l'effort de me lever, je vais m'écrouler, mes os vont se casser, je sais pas, je ne parviens même pas à me lever. Une autre fois, c'est arrivé à... Ça a pris le bras, ou alors juste une partie de la main. En fait, ça fait comme ça veut, du coup, vu que c'est des terminaisons nerveuses et tout. Vous devez comprendre, en fait, un truc. Hein. Je ne sais pas si vous savez où est située votre hypophyse. Elle est là. Vous faites ça et ça. Donc, là où il y a le croisement, vous avez l'hypophyse. Et c'est le centre de toutes les hormones. C'est un des gros cerveaux de votre... un des grands moteurs de votre corps, même votre cœur en dépend. Donc, s'il y a un truc qui se passe mal là-bas, il peut arriver que vous ayez un problème cardiaque. S'il y a un truc qui se passe mal là-bas, il peut arriver que malheureusement, vous ayez un problème avec vos reins, avec votre foie, avec votre humeur, avec du coup, quand je vous parlais des problèmes de ça. Pourquoi? Parce que si l'adénome continue à grossir, s'il continue à grossir ou se déplace et que malheureusement pour vous, il passe vers le nerf optique, du jour au lendemain, vous pouvez devenir aveugle. Vous pouvez devenir aveugle. Si vous êtes chanceux ou chanceuse, vous pouvez avoir une perte de la vision périphérique. Donc en fait, vous regardez devant vous, vous êtes comme dans un gros trou noir, tout est noir autour de vous et vous ne voyez qu'au centre comme ça de la pupille. Mais sachez que du jour au lendemain, si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir aveugle. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de l'exagération. Demandez à votre spécialiste. Et ça, je le dis pourquoi? Ça me permet justement de faire le lien avec la suite. Une abonnée m'a dit récemment, écoute bien ma famille, moi je n'ai pas des centaines de nanogrammes de prolactinémie, de taux de prolactine, je suis un chouïa au-dessus du taux normal. Du coup, ça veut dire que voilà, c'est pas grave, je peux laisser et tout. Non. Non, ma cocotte. Non, ma chérie. Non, ma puce. Je vais t'expliquer. C'est pas tant le taux qui définit la gravité de la situation. Ok? Tu peux avoir une personne, allez, tu devrais être normalement entre 19 et 26 nanogrammes par milli. Et comme je t'ai dit, moi, il m'est arrivé d'être à plus de 740. Au départ, j'étais à plus de 220, par exemple. Alors, sache ceci, il peut arriver qu'il y ait, toi, par exemple, tu as, disons, 30 nanogrammes. Alors que la norme est entre 19 et 26, n'est-ce pas? Toi, tu n'as que 30 nanogrammes. Et les 30 nanogrammes, en fait, si tu veux, ça veut dire que tu as à peine 4 nanogrammes au-dessus de la fourchette normale. Et en fait, toi, tu peux avoir des problèmes, des manifestations, des symptômes beaucoup plus graves, beaucoup plus catastrophiques qu'une personne qui est à plus de 700 nanogrammes. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ne te fie pas tant au taux et ne laisse pas le taux définir ta conduite à tenir. Laisse le médecin le faire et surtout, écoute ce que le médecin te dit. Ok? Ne commets pas l'erreur de te dire « Ah non, mais moi là, franchement, je veux vivre ma best life, je veux vivre ma meilleure vie. De toute façon, j'en ai marre, je vous envoie tous vous faire autre là-bas et tout. Je vais vivre ma meilleure vie, sans traitement, sans thérapie, je vais mieux me porter. De toutes les façons, dans mon cas, c'est pas très grave et tout. Et de toutes les façons, on m'a dit que c'est assez bénin, voilà, on s'en sort et tout. » Tu te fous le doigt dans l'œil et tu es en train d'aller droit vers la catastrophe. Pourquoi? C'est pas tant le fait de ne pas pouvoir avoir, c'est pas tant le fait de pas pouvoir avoir, des enfants, c'est pas tant le fait d'être
en état de stérilité si le problème n'est pas résolu. C'est pas tant ça le problème. La chose la plus grave, ce n'est pas ça. Vraiment, j'ai envie de vous le dire parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'abonnés sur la chaîne, avec ce problème, le gros côté le plus préoccupant, c'est je ne peux pas faire d'enfants, du coup ça me rend stérile, comment je peux faire pour avoir des enfants, est-ce que je peux juste prendre le traitement et dès que tout se rétablit et que je suis en situation d'avoir des enfants, je fais mes enfants et puis basta. Non. Je vais vous dire, hein, la chose la moins grave qui puisse vous arriver avec cette maladie, c'est justement de ne pas avoir d'enfants. C'est la chose la moins grave en fait qui peut se passer. Sachez que si vous n'êtes pas suivi comme il faut, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez devenir aveugle. Vous pouvez développer des problèmes au foie. Vous pouvez développer des problèmes au rein, au cœur. Vous pouvez perdre même vos ongles, vos cheveux. Vous pouvez développer des problèmes neurologiques. En fait, il faut que vous compreniez que ce traitement est vital. C'est pas une rigolade. C'est vrai, le mal en lui-même est bénin, s'il faut dire comme ça. Le problème, c'est ce qu'il peut entraîner avec lui parce que beaucoup d'organes vitaux de votre organisme dépendent de cette machine-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est des choses vraiment à prendre au sérieux. Je crois que je vais faire une vidéo que je vais intituler pourquoi tu dois prendre au sérieux les problèmes de l'hypophyse ou voilà, je sais pas. Je crois que je vais faire ça. Là, la vidéo est très longue, donc je vais m'arrêter. Moi, je vous souhaite de bien vous porter, vous tous qui êtes concernés par ce problème. Comme je vous disais, moi, dans mon cas, j'ai suivi le traitement comme il fallait. Mais avec les années, chez moi, ça a continué à grossir. Donc, et là, ce qui se passe même d'ailleurs, c'est que ça a fini par affecter ma thyroïde. Là. Vous voyez, on en revient aussi au fait de se dire qu'une personne peut par exemple être en surpoids ou en obésité, alors que cette personne ne mange pas mal, par exemple. Si vous êtes assez informé, vous savez que la thyroïde... la thyroïde ne fait pas que ça régule votre poids, ça régule votre humeur. Ça a aussi un impact sur l'activité cardiaque, sur beaucoup de choses en fait. Et là, malheureusement, il se passe quelque chose de pas du tout bon pour moi à ce niveau. Et on savait déjà il y a 5 ou 6 ans de cela, on avait déjà vu un petit souci à ce niveau. Mais le spécialiste m'avait dit, bon, voilà, l'hypophyse est tellement fatiguée qu'elle a dû se rabattre sur la thyroïde et c'est un peu allé en cacahuète, si on va le dire. Parce que la thyroïde a exprimé son ras-le-bol avec certaines choses dans mon corps. Et le spécialiste m'avait dit, voilà, on va voir comment ça évolue et tout. À un moment, tout était un peu rentré dans l'ordre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que en fin de semaine, je me suis sentie super mal. Je me suis sentie vraiment, vraiment mal. Et lundi, j'ai appelé le bureau pour dire que je suis pas bien et je vais sûrement télétravailler ce lundi-là. Et généralement, voilà, quand c'est le lundi suivant, après le traitement, je fais l'effort de travailler plutôt à la maison. Même si j'aime beaucoup aller au bureau le lundi parce que ça me donne vraiment le sentiment de bien démarrer ma semaine. Et j'aime beaucoup voir mes collègues. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien, voilà. J'aime parler, être avec les gens. Et je travaille mieux aussi comme ça en présentiel. Et donc, à un moment, je suis à malaise. Donc, finalement, je me retrouve à aller docteur, hôpital, nanana. Et là, on découvre un truc vraiment... J'étais dépitée, en fait. J'étais juste dépitée. Bon, tout sera pris... Voilà, tout sera géré. Là, j'ai beaucoup d'analyses à faire ces jours-ci.
Mais je vais venir vraiment vous faire une vidéo où je vais vous donner beaucoup de détails par rapport à ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Je veux vous donner ces détails pour vous éviter d'être dans la même situation, ou alors que si jamais vous devez vous retrouver dans la même situation, que vous puissiez vous en rendre compte très tôt, ou alors que vous ne paniquiez pas. C'est aussi à ça que ma vidéo doit servir en fait. C'est pas tant pour venir vous exposer ma vie, mes problèmes médicaux et tout, mais c'est vraiment dans un but de sensibiliser, de conscientiser les gens, En fait, moi je sais que quand j'ai traversé tout ça, je n'avais pas forcément... Au tout début, quand j'ai démarré cette aventure, en fait, j'aurais voulu avoir une personne qui fasse ce que je suis en train de faire en ce moment pour vous. Dans ce sens que, moi à l'époque, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à qui j'aurais pu demander où est-ce que ça me mène, comment ça va se passer, à quoi je dois m'attendre, est-ce que ça en finit par en guérir ou pas. Vous voyez, j'aurais voulu avoir quelqu'un à qui j'aurais posé toutes ces questions. Et à l'époque, imaginez le monde il y a 15 ans. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui sur Internet. Rapidement, vous trouvez tout. Internet, à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait les forums de discussion. Vous pouviez aller poser des questions. Il y avait Doctissimo. Il y avait quoi d'autre en fait? Mais Doctissimo, c'est généralement le forum où j'allais beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui où l'information est très accessible. Et même là qu'elle est accessible, vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui parle de ce problème-là. Et moi, à l'époque, j'aurais vraiment voulu avoir ça. Et je me dis, bah, il faut que mon histoire puisse servir à d'autres personnes. Il faut que mon histoire puisse servir même juste à reconforter quelqu'un qui passe par là. Juste à rassurer la personne et lui dire, hey, je suis là. Ça fait des années que je vis dans ce truc. Sache que voilà, ça peut arriver, ça c'est normal, ça t'inquiète pas, avec le temps ça passera. Sache que tu peux vivre normalement. Sache qu'il peut y avoir de gros problèmes qui arriveront sur le chemin, mais ça va se gérer. Type, j'ai dit à une abonnée récemment quand elle me disait, pour moi, voilà, ça m'impacte parce que ça me rend stérile. Moi, tout ce que je veux, c'est des enfants et après j'arrête. Et je lui ai dit, en fait, faut pas croire que si jamais on rétablit tout dans ton corps et que tu parviens à tomber enceinte, le problème sera résolu. Ça, c'est te raconter des bêtises à toi-même parce que c'est mon cas, vous le savez. Comme je vous disais, ça peut malheureusement, toute cette histoire va, même si vous parvenez à tomber enceinte, si finalement on essaye de normaliser la situation, vous êtes malheureusement à risque plus que d'autres personnes de faire des fausses couches à la chaîne. Et vous connaissez mon histoire, j'en ai fait. Vous pouvez aussi avoir, et vous allez avoir, une grossesse hautement surveillée et très à risque. Parce que beaucoup de paramètres biologiques, physiologiques rentrent en compte pour vous et votre bébé. Et que toute cette histoire peut devenir dangereuse pour vous ou pour le bébé. Mais surtout pour vous. Pour le bébé, c'est juste que voilà, vous pouvez perdre le bébé à n'importe quel moment de la grossesse. Même à un stade avancé. C'est peut-être pourquoi si vous tombez enceinte, comme dans le cas de ma première grossesse qui a tenu jusqu'à terme, le médecin était obligé de garder la thérapie. Pendant la grossesse, on a évalué bénéfice-risque et on s'est dit, bon, plutôt de continuer à faire les fausses couches, parce qu'on était super content de se dire, ouh, enfin, on peut tomber enceinte, on peut tomber enceinte. Et là, douche froide, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Donc, il peut arriver que le médecin choisisse de vous garder sous traitement pendant la grossesse. Ne vous inquiétez pas. Généralement, pendant la grossesse, on ne va pas choisir la cabergoline, donc le Dostinex, comme molécule pour la grossesse parce que on sait que voilà, allez, pour le bébé surtout, il faut choisir voilà, un médicament sur lequel on a plus de recul. Aujourd'hui, avec le Dostinex, on a quand même beaucoup de recul. Je ne sais pas quelle est l'étude épidémiologique sur les bébés nés de mamans qui ont pris le Dostinex pendant la grossesse. Mais pour moi, en tout cas, pour mon aîné, par exemple, voilà, jusqu'à l'époque, les recommandations, c'était en cas de grossesse, s'il faut continuer un traitement, on interrompt le Dostinex et on donne le Parlodel à la maman. Pourquoi? Parlodel est un très vieux médicament. Parlodel est un très vieux médicament. On a du recul, on sait combien de bébés sont nés sous Parlodel, s'ils ont eu des problèmes. On a vu ces bébés grandir, ils ont 60 ans aujourd'hui ou 70 ans aujourd'hui pour certains. On sait, voilà, si certains sont devenus handicapés, pas handicapés, machin, déformés ou pas déformés. Donc, la science peut dire cela. Et donc, sur cette base-là, le médecin vous dira, bon, si pour votre grossesse, il faut à tout prix, pour sauvegarder votre santé et celle du bébé, s'il faut continuer la thérapie, il faudra faire cette thérapie et ce sera le Parlodel.
Et puis je vous raconterai, ça c'est une autre histoire, comment moi j'ai tellement mal géré le Paralodel. Et c'est même initialement, avant ces 15 années que je vous raconte, on avait retesté le Paralodel sur moi et c'était un enfer. J'avais même des hallucinations. Mais pendant la grossesse, le dosage n'est pas le même et j'avais peur, mais bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Et donc, je vous disais donc que pendant la grossesse, on pourra vous prescrire le médicament. Pourquoi? En fait, quand on arrête le traitement, et ça dépend de votre cas, il y a des gens chez qui, quand vous arrêtez le traitement, la semaine d'après, le taux de prolactine est... il monte grave. Et s'il monte trop, ce taux, c'est une équation en fait biologique, vous perdez le bébé. Parce qu'en fait, le corps se met en mode, je produis de la prolactine, donc j'allaite. Et si j'allaite, normalement, tout ce qui est en bas, ovaire, machin, utérus et tout, ne doit pas fonctionner en fait. Ça ne doit pas être là pour accueillir un bébé parce que sûrement, il y a un bébé que j'allaite. Donc, le corps, naturellement, va vouloir repousser votre bébé. C'est juste aussi simple que ça et ça peut expliquer que vous fassiez une fausse couche précoce, moyenne, tardive, ça peut dériver de cela. Il peut aussi arriver que l'état de grossesse alimente la croissance de l'adénome et en alimentant la croissance de l'adénome, vous pouvez vous retrouver aveugle ou alors que le truc en se déplaçant aille coincer un nerf qui lui affecte votre colonne vertébrale et vous vous retrouvez peut-être handicapé des jambes, ça peut arriver. Il peut aussi arriver par exemple que pour l'accouchement, on vous dise que vous ne pouvez pas accoucher par voie basse parce que au moment de l'accouchement, certains facteurs type la poussée et tout peuvent, je crois, je sais pas si c'est générer un collapsus hypophysaire ou je sais pas, mais la pression en tout cas pendant la poussée et tout peut être dangereuse pour vous. Donc dans certains cas, on va vous demander de faire une césarienne. Malheureusement, on pourra aussi vous dire que en fonction de votre profil médical, vous ne pouvez pas allaiter le bébé parce que ça va agresser l'hypophyse. L'hypophyse va produire plus de prolactine. L'adénome va continuer à grossir et rebelote, vous pouvez devenir aveugle, handicapé, nanana, et tous les problèmes qu'on connaît. Et votre cœur peut se mettre à aller dans tous les sens et votre foie et tout. Il peut aussi arriver que, est-ce que j'ai abordé ça avec vous? Donc, il va arriver, ça c'est sûr, quand on vous surveille de près pendant votre grossesse. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas faire des examens tous les 3 mois comme les femmes normales font. Votre grossesse sera très surveillée parce qu'il faudra du coup surveiller tous vos taux hormonaux et tout. Donc, peut-être que vous aurez un check-up tous les 10 jours, toutes les 2 semaines et tout. Peut-être qu'il y aura plus d'échographies rapprochées pour s'assurer que le bébé va bien et tout ça. Donc, ça, je dis ça pour vous dire que la pire des choses qui puissent vous arriver avec ce traitement, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est une des petites conséquences en fait. Il y a des choses vraiment beaucoup plus graves. Voilà, vous pouvez devenir aveugle et ça c'est grave. Votre corps, du fait que vous n'ayez pas suivi un traitement, que vous ne soyez même pas du tout suivi, ben, votre cœur peut aller dans tous les sens et ça peut vous être fatal. Vous pouvez avoir de tout. Donc, prenez les choses au sérieux, je vous en supplie. Donc, pour les quelques abonnés, vraiment quelques-unes et quelques-uns, parce que les hommes sont concernés aussi, qui m'ont écrit en me disant, oui, mais du coup, j'ai envie de laisser tomber. Ne le faites pas. Et sachez que si, à la longue, votre hypophyse se fatigue, la thyroïde, vous voyez, là, vous voyez, la thyroïde, elle est là. Elle peut prendre le relais sur certaines fonctions, sauf que si elle prend le relais et qu'elle est seule et qu'elle ne peut pas faire tout, vous pouvez développer un autre adénome ou une autre tumeur au niveau de la thyroïde ou alors avoir la thyroïde qui va aller dans tous les sens et là, le problème peut juste se multiplier. Donc, prenez les choses au sérieux, c'est super important et écoutez très bien ce que vous dit votre médecin parce que chaque cas est à part et c'est important d'écouter ce que vous dit votre spécialiste. Ok? Donc, ça c'était mon retour d'expérience sur les effets secondaires et tout. Et sachez-le, hein, je tiens d'ailleurs à vous remercier. Vous avez usé de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi depuis que je raconte cette histoire, depuis que j'ai pris l'initiative de sensibiliser les personnes, d'aider les personnes concernées par ce mal et tout. Moi, j'ai remarqué beaucoup de bienveillance en fait. J'ai remarqué beaucoup de bienveillance de la part de ma communauté.
Et voilà, je n'ai pas vu quelqu'un avoir une parole déplacée, du jugement, de la moquerie ou quoi que ce soit. Ou certains me comprenaient, ou certains s'identifiaient à moi et me disaient, mais waouh, je passe par le même problème, il y a tellement trop peu de personnes qui ont ce souci. Merci d'en parler. Du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Quand toi, tu as appris ceci, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel examen est-ce qu'on t'a prescrit? Et moi, j'ai vraiment vu un élan de bienveillance et voir des vidéos qui, en quelques semaines, une vidéo sur une thématique médicale fait 5000 vues, 4000 vues, alors que voilà, c'est une thématique quand même médicale. C'est pas une thématique genre cuisine ou voyage et tout. Donc, moi, ça m'a fait comprendre qu'en fait, qu'il y a vraiment un besoin pour les gens d'en savoir plus, surtout pour ceux qui sont concernés par le problème. Et après, ne vous dites pas ça vous concerne pas parce que demain, ça peut concerner votre enfant, votre époux, votre épouse, votre soeur, votre amie, votre nièce. Les problèmes de santé, comme je dis souvent aux gens, ça ne s'achète pas au supermarché. On ne va pas au marché et puis on commande un problème de santé, on l'achète. Ça peut vous tomber dessus comme ça, c'est la vie. Et il faut vraiment, même si vous n'êtes pas concerné, savoir être quand même sensibilisé à la chose et vous dire, ok, avoir un peu de bienveillance, d'empathie pour les personnes qui passent par là. Je crois que je ne vous ai pas parlé de l'autre symptôme, les œdèmes. Regardez. Est-ce que vous voyez? Et si vous regardez même au niveau de mon visage, regardez. Même là, je suis... Ça n'a rien à voir avec le trait qui sort quand on prend du poids. Ça, c'est chez moi les œdèmes qui me créent ça. Et des fois, sur mon visage, vous voyez une sorte de trait qui se passe ici. En fait, c'est quand je fais des œdèmes faciaux. Voilà. Et même au niveau des jambes, de la plante du pied, ça fait de gros œdèmes comme ça. Croyez-moi, les 3-4 premières années de ce traitement, j'avais l'impression qu'en fait, je gonflais à vue d'œil. Et même jusqu'à présent, vous allez voir qu'il y a... le trépied a bougé. Il peut y avoir des périodes où vous me regardez et vous avez l'impression que j'ai gonflé. Et puis vous me revoyez genre quelques jours après et vous me dites, tu t'es fini? Comment ça? T'as fait un truc et tout? J'ai rien fait. En gros, du fait de l'hyperprolactinémie et de tous ces hormones dans tous les sens, vous avez les tissus engorgés certaines fois et du fait du traitement aussi. Donc, les tissus n'évacuent pas et ça fait que, voilà, ou vous allez développer des œdèmes donc généralisés ou vous allez vraiment gonfler. Et en fait, c'est que ça vous donne une allure aussi gravidique certaines fois, dans ce sens que vous avez une allure gravidique. Donc, ça, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, c'est dû au traitement. Ah là là, mes chers abonnés, mais la vie est quand même bizarre, hein. Après, je vous ferai quand même une vidéo pour vous dire les choses qu'il vaut mieux éviter de manger parce que en mangeant ces aliments, vous favorisez le problème. Il y a des classes d'aliments, c'est pas beaucoup, hein, mais il faut éviter certains aliments quand vous avez un type de problème de santé. Et ça, moi, je l'ai su avec le temps et j'ai adapté aussi de mon côté. Quoi d'autre? Rien. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. La vidéo est super longue. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour moi si vous me suivez et tout. Je sais que j'ai fait rigoler beaucoup de personnes quand j'ai dit dans la vidéo précédente qu'il y a un effet secondaire qui est l'augmentation de la libido parce que vous avez tout le temps envie de faire mou. Je sais que ça a fait rigoler plein de monde, mais c'est vrai, c'est un effet secondaire. C'est juste, et il n'y a pas que c'est pas juste l'envie sexuelle. Vous avez aussi par exemple sur donc les modifications du comportement, vous aurez des personnes qui vont faire des achats compulsifs. Donc en fait, vous allez avoir une personne qui prend ce traitement et du jour au lendemain, elle se met à acheter tout et n'importe quoi et stocke. Donc, des achats compulsifs, vous savez ce que c'est. Donc, la personne achète, dépense tout son argent, achète. Ça s'appelle des achats impulsifs. Et ça, ce comportement-là peut être induit par ce traitement. Il peut avoir cet effet sur vous. Il peut aussi avoir un effet justement sur les envies de jeu de hasard et tout. Vous ne vous arrêtez pas, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez jamais été comme ça et vous le faites. Vous savez ce que c'est que les achats compulsifs? Comportement d'achat compulsif, cherchez sur Internet, ça peut développer ce problème. Il peut aussi y avoir des comportements type une personne qui va se mettre à tout accumuler chez elle, à tout accumuler, même des choses sales, des choses qui ne servent à rien, des choses qui doivent être jetées, des choses qui devaient aller à la poubelle dans un déménagement et tout. Cette personne se met à tout stocker chez elle. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que cette personne a?
Mais en fait, c'est le traitement qui induit ces comportements. En fait, ça a aussi une sorte d'impact au niveau, je sais pas si je dis c'est pas psychiatrique, je crois que c'est d'ordre psychologique. Et malheureusement, pour tout ce qui concerne, et même on en rigole, mais l'excès de libido, ça peut créer des gens à avoir des comportements, mener une vie sexuelle, voilà, dangereuse pour elle-même ou pour lui-même. Enfin, quand je parle de elle-même, dans ce sens, ce sont les personnes, donc hommes comme femmes. Donc ça peut vous exploser. Il y a beaucoup de choses. En fait, vous pouvez développer une addiction. Ça peut vous rendre addict aux jeux de hasard, aux achats. Mais vous vous mettez à acheter tout et rien sans aucun motif, en fait. Regardez sur Internet ce que c'est que cette réaction comportementale et vous allez voir. Donc, réellement, ne prenez pas toute cette histoire à la légère. Et comme je vous ai parlé, ça peut vous plonger dans une grosse dépression. Bon, pour ceux qui me connaissent normalement ou qui entendent ma voix tout le temps sur la chaîne, qui avec le temps me connaissent un peu, vous avez remarqué que même si là, pour faire la vidéo, j'essaie d'être vraiment le plus relax possible et tout, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Et pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que même moi, je ne sais pas. Et donc, je reviendrai, voilà, pour la suite de cette thématique. Pour l'instant, je vous dis, portez-vous bien, abonnez-vous massivement à la chaîne, soutenez-moi, laissez des likes sous la vidéo, au-delà de commenter, partagez autour de vous et surtout, gardez la même bienveillance que vous avez toujours eu vis-à-vis de ma chaîne. Et mille merci, juste mille merci pour tout parce que c'est aussi, vous savez, un acte de, enfin, pour moi, c'est un acte aussi de courage, de bravoure, de me placer là devant l'écran et de vous parler de tout ça, en fait. Il faut du courage pour le faire. Et moi, en y pensant, je me suis dit, je veux pouvoir rendre service à d'autres personnes. Je voudrais être pour quelqu'un d'autre ce que j'aurais voulu qu'on soit pour moi il y a une quinzaine d'années. Et même il y a une vingtaine d'années quand toute cette histoire me tourmentait, que ça démarrait. Et que je savais même pas, voilà, à quel sein me vouer et tout. Donc, je crois qu'à l'époque, j'aurais vraiment voulu avoir, je sais pas, une personne sur YouTube, en tout cas sur Internet, qui partage son expérience, qui me raconte, qui me rassure par rapport à ce qui va se passer et tout. Et ça, je n'ai pas eu ça. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir l'être aussi pour vous. J'espère pouvoir aujourd'hui vous rassurer à travers cela, vous permettre d'avoir un retour d'expérience et vous permettre aussi de vous projeter, de vous dire si vous venez de démarrer ce truc, cette aventure, à quoi vous attendre aussi. Allez, j'ai assez parlé et là j'ai vraiment violemment mal à la tête. Je vous souhaite voilà, de bien vous porter et bonne soirée.